toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'encadrement des stagiaires. Avant de commencer, merci de bien vouloir garder vos micros et caméras fermés et d'utiliser donc le chat pour poser vos questions. Bonjour Hélène, merci d'être avec nous aujourd'hui. Hélène, tu es formatrice permanente au GRIEPS et tu interviens surtout dans le domaine de la pédagogie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, Marie-Fred, merci de me proposer ce webinaire et merci à tous de nous suivre. J'interviens effectivement auprès des formateurs, aux tuteurs, encadrants, superviseurs essentiellement. Je m'intéresse aux apprentissages, à l'articulation des apprentissages pouvant se faire dans différents lieux, à l'école, le stage, au cours des rencontres et des expériences de vie. Et comme tout ça vient nourrir et construire un individu, un citoyen. Je m'intéresse aux postures de formateurs, des tuteurs et aux effets qu'elles peuvent produire. Et puis, comme beaucoup, je suis convaincue qu'une meilleure compréhension des mécanismes du cerveau peut aider les apprenants à optimiser leur mission d'accompagnement et de formation. Nous allons échanger tout cela dans ce webinaire. Mais avant de commencer, Marie-Fred, j'aimerais dire que c'est de cette place de formatrice que j'interviendrai et j'insiste sur ce fait. Merci. Alors, merci Hélène. Donc Hélène, tu as structuré ce webinaire à partir de 3 questions qui interpellent généralement les encadrants, les tuteurs ou les maîtres de stage. Donc les 3 questions sont: pourquoi les étudiants, les apprentis posent-ils si peu de questions quand ils sont en stage ? Pourquoi se ferment-ils comme des huîtres dès qu'on leur fait une remarque? Et pourquoi ne sont-ils pas capables de faire plusieurs choses à la fois? Alors, nous allons commencer par la première question, qui est pourquoi les apprentis et les étudiants posent-ils si peu de questions quand ils sont en stage? Alors, effectivement, on a tous remarqué chez certains apprenants un certain flegmatisme, une certaine passivité. Pour certains, ils sont là sans être vraiment là et ils ne voient pas vraiment ce qu'il y a à faire et ils posent assez peu de questions. Alors, au passage, je voudrais remercier notre collègue et néanmoins ami Philippe Muller pour son dessin humoristique personnalisé. Donc, petit message personnel pour Philippe, pour ce chouette dessin qu'il a fait exprès pour Hélène et pour ce webinaire. Hélène, je te donne la parole. Alors non, avant de donner la parole à Hélène, on va vous poser une petite question et on va attendre vos réponses dans le chat. Alors, de votre point de vue, pourquoi les apprentis et les élèves posent-ils si peu de questions quand ils sont en stage? Alors, j'ai déjà des éléments de réponse. Alors, parce qu'ils ne se sentent pas invités à en poser, parce qu'ils ne savent pas s'exprimer, par crainte de l'erreur, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt pour la spécialité, pour le lieu de stage, parce qu'ils manquent de curiosité et qu'ils ont peur de parler, qu'ils manquent d'expérience, par timidité, ils ne se sentent pas accueillis dans leur questionnement. Voilà, ça fuse par peur du jugement, par manque de motivation, par attentisme. Ils n'osent pas, ils ont peur de se tromper, ils ont peur de déranger, ils ne savent pas quoi questionner, ils ont peur du jugement, par blocage psychologique, parce qu'ils ne sont pas mis à l'aise. Il y a beaucoup de choses autour d'être à l'aise, être accueilli dans son questionnement, par peur, parfois ont du mal à trouver leur place, par manque de confiance en eux, par peur de déranger encore, par manque de connaissances. Ça fuse, ça fuse. Alors, sachez que le chat, on le garde en entier. Hein, on va le récupérer tout entier et du coup, on pourra presque faire un thésaurus de vos réponses. Eh bien, Hélène, on va te donner la parole. Oui, alors tout ce que tu as dit, tout ce que tu as rapporté des dires des internautes est tout à fait juste. À la limite, comme tu dis, on pourrait compiler tout ça et puis on pourrait avoir un panel de réponses. Alors moi, je vais proposer 4 réponses
Premièrement, on questionne ce que l'on sait déjà. Ça pourrait sembler un petit peu bizarre. Si on sait déjà, pourquoi questionner? Ben, on va voir un petit peu l'argument de cette question. On questionne ce que l'on sait déjà. Poser une question est un acte de problématisation. Et on va voir qu'est-ce que problématiser, qu'est-ce que ça exige au niveau cognitif de problématiser. Poser une question demande un travail de formulation. Et qu'est-ce que c'est dur de formuler sa question, de la tourner de telle manière qu'elle soit compréhensible, intelligente. Ouh là là, rien que ça, c'est déjà une prouesse. Et puis, poser une question ne peut se faire que dans un climat sécure, et vous l'avez déjà abordé. Alors, on va voir déjà cette premier argument. On questionne ce que l'on sait déjà, ça veut dire quoi? L'idée, c'est de dire qu'on questionne ce qui fait déjà écho en soi. Tu as remarqué, Marie-Fred, que nous sommes sollicités à longueur de journée par un nombre incroyable d'informations reçues par nos 5 sens qui nous viennent des médias, des réseaux sociaux, etc. Mais pourquoi on va s'arrêter sur un élément? Pourquoi on va s'arrêter sur un sujet et on va laisser filtrer les autres? Une proposition est de dire que parce que cette information-là vient toucher quelque chose en nous, quelque chose qui a déjà été collecté dans l'ensemble de nos mémoires. L'idée avancée ici est que je serai interpellée plus facilement si je possède déjà des traces, des images, des opinions, des sensations, des savoirs sur le sujet. Imagine, Marie-Fred, un étudiant infirmier arrive dans la chambre d'un patient. Que voit-il? Que comprend-il de la situation? Bien sûr, il voit des choses, mais pour voir des choses pertinentes, comme on lui demande, il faut qu'il ait déjà construit des connaissances sur ce sujet. Ces connaissances pourront lui permettre de penser. Alors, je te propose, si tu es d'accord, et si vous êtes tous d'accord, vous les internautes, de reprendre ce schéma du processus d'encodage et de restitution des informations selon Ackinton et Shiffrin. Tout d'abord, tu vois, Marie-Fred, ce schéma est compartimenté en 3 cases. Très important, il faut lire ce schéma en pensant que les informations font des allers-retours très rapides entre les 3 cases. Ce modèle nous montre comment s'encode et comment se restituent les informations. Eh bien oui, c'est très bien de pouvoir mémoriser et engranger un maximum d'informations, mais à quoi ça sert d'avoir des informations, des connaissances plein la tête si, au bon moment, le jour de l'examen ou en situation de travail, on n'est pas en mesure de les restituer? On va expliquer tout cela. Alors, voyons déjà le premier sas. Au fil de nos journées et de nos apprentissages, nous percevons des signaux exogènes qui nous viennent de nos 5 sens. Tous ces signaux arrivent dans un premier sas de perception. À ce niveau, c'est le passage des perceptions en activation neuronale. Et tu vois là déjà qu'il y a un filtrage. On ne peut pas tout saisir de l'environnement. Il y a trop de choses. Et parmi toutes les informations, on peut reconnaître un mot, une odeur, quelque chose de particulier. Imagine, on est dans un cocktail, il y a un monde fou, il y a du brouhaha, il y a du bruit, il y a des voix, des tintements de bouteilles, etc. Puis d'un seul coup, hop, on reconnaît une voix, une odeur. On reconnaît, on capte les choses parce que cette voix particulière, cette odeur, ont été stockées dans nos mémoires à long terme, lexicales, perceptives, sensorielles. Donc tout ça, ça se passe dans un laps de temps très très court, en millisecondes. On perçoit et on a vite une idée. Mais on n'est pas forcément conscient de ce qu'on perçoit. Après, on arrive dans le deuxième sas, c'est le comprendre. Comprendre, c'est mettre en lien. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que ça me dit quelque chose? Donner de la valeur, estimer, hiérarchiser. Quand je regarde une situation, je me dis, bon, est-elle normale?
Y a-t-il des problèmes? Y a-t-il des risques? En fait, je mène une réflexion consciente. Je fais fonctionner ma mémoire de travail. Je repasse en mode conscient. Je m'arrête et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? De quoi s'agit-il? Et à ce moment-là, je me fais une représentation mentale de la situation. Pour cela, je convoque toutes les images que j'ai déjà construites et je peux dire, je connais, je garde, je ne connais pas, je filtre, ça ne me dit rien. Tu vois aussi, Marie-Fred, et vous tous, vous voyez qu'à ce niveau-là de l'encodage, il y a encore filtrage, parce que la mémoire de travail, elle a une capacité de traitement des informations limitée. Elle peut traiter en même temps, on dit à peu près 7 à plus 2 éléments en même temps et 9 images. Donc, pour que l'apprenant réagisse vite, pose des questions pertinentes, il faut qu'il ait construit des connaissances organisées dans ses mémoires à long terme. On va expliquer tout ça. Là, on est dans le 3e sas. Le dessin montre des neurones schématisés attachés entre eux. Ils ne sont pas attachés n'importe comment. Il y a des traits qui les relient entre eux. Plus ces traits, plus ces connexions synaptiques sont épaisses et solides, plus l'influx nerveux passera rapidement à l'intérieur de ces réseaux de neurones. Donc, plus l'information sera mobilisée rapidement. De plus, ils ne sont pas non plus reliés entre eux n'importe comment. Ils sont reliés de façon pertinente en fonction de la spécificité du savoir appris. C'est ce qu'on appelle l'organisation des réseaux de neurones. Donc, plus un réseau de neurones est grandement ramifié, plus les connaissances seront riches et étoffées. Plus un réseau de neurones a des connexions épaisses, plus l'information circulera vite et l'information pourra être rapidement mobilisable et utilisable pour l'action. C'est intéressant, non? C'est pour ça que Jean-Pierre Astolfi, qui est un constructiviste, a cette très, très jolie phrase. Il dit « On voit l'œil équipé de concepts. On voit l'œil équipé de concepts. » Ça veut dire je vois la bientraitance dans une situation si je possède le concept de bientraitance et c'est déterminant. Je vois les risques dans une situation si j'ai les concepts d'hygiène et d'asepsie. Je vois l'urgence dans une situation si j'ai les concepts de signes vitaux. La connaissance me sert donc à lire, à me diriger et à questionner les situations. Donc, en conclusion, chers tuteurs, chers formateurs, quand un étudiant dit qu'il ne voit pas, qu'il n'a pas de questions, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore un stock suffisant de connaissances ou d'images pour lire et interroger les situations de travail. Pas d'image, pas de questions. Pas de connaissances, pas de questions. OK? Donc, Hélène, si je résume la situation, donc quand on est formateur ou tuteur, il faut toujours aller chercher les connaissances, voire même les images, les émotions que possède déjà un apprenant pour l'amener à se poser des questions. Tout à fait. C'est un grand principe en pédagogie. Quand on veut apprendre quelque chose à quelqu'un, on va toujours commencer par lui demander s'il a déjà une idée, une image, une sensation, des connaissances sur le sujet. Comme ça, on va rapprocher le réseau de neurones existants et en réactivant ce réseau de neurones existants, on va pouvoir greffer les nouvelles connaissances. Donc, tu as raison, Marie-Fred, toujours aller chercher ce qu'on appelle le déjà là. Alors, je te passe une autre diapo. Quand tu regardes cette image, qu'est-ce que tu te dis? Waouh, ça va se casser la figure. Et en même temps, j'ai vu circuler des trucs comme ça en Afrique et ça ne tombait pas. Donc, ça va tomber ou pas?
Voilà, bah, tout à fait, Marie-Fred. Ton cerveau, au long de ton quotidien, réalise sans arrêt des prédictions. Il émet sans arrêt des hypothèses. Ça va tomber, finalement, ça va tâter bon. Et puis, peut-être pas même peut-être, il les hiérarchise. On dit, ça va sûrement, je suis à peu près sûre. Voilà, il donne une valeur, il hiérarchise les hypothèses. Alors, ceci est très bien expliqué dans cette diapo. Notre cerveau est un organe prédictif. Nous passons nos journées à émettre des hypothèses et à les hiérarchiser. Je pense qu'il va arriver ça va être ça, c'est la plus probable des choses, etc. Donc en fait, à longueur de journée, on se crée des modèles mentaux des situations et on a vraiment besoin des feedbacks qui nous sont donnés par les situations elles-mêmes ou alors par les pairs, par les formateurs, par les tuteurs, pour réactualiser nos modèles mentaux. Je pensais qu'il allait arriver ça, mais finalement non. Je pensais que j'allais avoir une bonne note, mais finalement non. Je pensais que les signes de la phlébite, c'était ça, et finalement non. Donc j'ai vraiment besoin du feedback parce que tu vois, là, j'ai une connexion neuronale qui s'est créée sur ce savoir. Et en fait, il faut vraiment que j'ai ce feedback pour que je puisse réorganiser mes connexions neuronales. Parce que apprendre, c'est créer des connexions synaptiques, c'est enrichir ces connexions synaptiques et c'est aussi défaire les connexions synaptiques sur les savoirs inappropriés pour les reconfigurer. C'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Tu vois tout de suite, Marie-Fred, comme il est essentiel pour un tuteur, un encadrant, un parent, de donner des feedbacks, surtout sur l'erreur. L'erreur devient apprenante, ne serait-ce que grâce au feedback régulier. Ok. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le feedback sur l'erreur est un outil hyper puissant de l'apprentissage et qu'il faut vraiment privilégier ce temps de retour sur l'info pour renforcer l'apprentissage. Tout à fait. Alors, Hélène, tu évoques une deuxième raison au fait que les apprenants ne posent pas ou peu de questions. Oui, Marie-Fred, poser une question est un véritable travail. Poser une question demande un effort, ça demande un coût cognitif très important. Ça demande de se laisser toucher par un élément du contexte, de s'arrêter, de quitter le mode automatique avec lequel on fonctionne la plupart du temps, de repasser en mode conscient, de carotter un élément du contexte, de le croiser avec ce que l'on sait déjà. Qu'est-ce que je vois là dans cette situation? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que ça m'évoque quelque chose? Enfin, ça, c'est un véritable travail de problématisation. Alors, Michel Hubert, qui est un pédagogue, a théorisé les travaux de psychologie d'Henri Vallon pour la pédagogie. Et pour ces pédagogues, il y a développement à coup sûr si on croise les 4 axes de la boussole wallonienne, comme l'a appelé Michel Hubert. Alors, voyons l'axe moi, les autres, l'axe horizontal, celui de mes représentations avec celles des autres. Imaginons, Marie-Fred, nous échangeons toutes les deux sur un sujet et nous sommes d'accord. Je vais être rassurée, je vais être contente, je vais être confortée dans mes savoirs. Mais si nos avis divergent, nous allons entrer toutes les deux en conflit socio-cognitif. Je vais être interpellée, bousculée, peut-être déstabilisée. Mais si je m'autorise à sortir de mes certitudes et à aller vers toi, je pourrai voir plus grand, plus loin. Je vais pouvoir dire « Ah oui, je pensais que… » Mais finalement, en échangeant avec toi, je me rends compte que… Donc, tu vois, Marie-Fred, grâce à cet échange, grâce à cette contradiction, grâce à cette controverse, je vais grandir.
Et si on croise l'axe vertical, le monde sensible et le monde des concepts, eh bien on relie le monde de la théorie et des pratiques. On va croiser les mots du terrain et les mots de la théorie, qui sont des fois pas les mêmes. On va généraliser, conceptualiser quand on part du monde sensible au monde des concepts. Et on va pragmatiser quand on descend du monde de la théorie vers le monde sensible. Voilà, ces auteurs affirment que la combinaison de ces 4 pôles produit à coup sûr du développement. On voit toute l'importance pour un tuteur, pour un formateur de montrer les liens. Souvent on me dit, mais les élèves ne font pas les liens. Mais les élèves ne peuvent pas faire les liens, ce sont les novices. Et je prends le parti de dire que c'est au formateur, c'est au tuteur de montrer les liens. Élargir et approfondir sont donc bien les 2 concepts organisateurs de la problématisation. Et la question de la formulation, la question, il faut l'avoir, mais il faut aussi savoir la poser. Alors là, tu as tout à fait raison, Marie-Fred. Et poser une question, c'est tout un truc, c'est déjà quelque chose de pas facile du tout. Frédéric Fallis, c'est un coach belge et il a beaucoup travaillé l'art de la question. Alors peut-être que les formateurs que j'ai rencontrés dans les ICI vont bien entendu reconnaître ce modèle et j'insiste, je le représente aujourd'hui dans ce webinaire. Donc Frédéric Fallis nous dit que nous ne savons pas poser des questions, nous posons très peu de questions dans notre manière de fonctionner et quand nous posons des questions, nous commençons souvent par des questions qui commencent par « pourquoi ?» Et Marie-Fred, veux-tu me dire, quand on pose une question par pourquoi, ce qu'il advient? Eh ben, on répond parce que, c'est-à-dire qu'en gros, on va se justifier, on va faire des réponses très rapides, assez peu élaborées. Voilà. Mais du coup, c'est au tuteur de poser des questions. Ah, ça, c'est vraiment, on vient de dire que c'était le tuteur qui devait montrer les liens, mais oui, bien entendu, c'est au tuteur, c'est au formateur d'utiliser l'art de la question pour faire raisonner les étudiants. Tu as tout à fait raison. Alors, Frédéric Fallis, il nous propose ce modèle que je trouve très, très, très intéressant. Il nous propose d'amener la personne à explorer une situation en lui posant des questions, en la faisant voyager dans ces 4 lieux. Déjà, on peut l'amener à être observateur. Tiens, tu arrives dans cette chambre, que vois-tu? Que perçois-tu? Que saisis-tu? De quoi s'agit-il? Après, on peut emmener la personne dans une position d'acteur. Qu'est-ce que tu fais? On peut l'amener à se connecter à ses affects. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Et puis, on peut l'amener aussi à un niveau méta. Alors là, on a regroupé dans ces diapos différents exemples de questions. Je disais observateur, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as observé? De quoi s'agit-il? Quand on l'emmène en position d'acteur, qu'as-tu fait? Qu'as-tu appris? De quoi as-tu tenu compte pour réaliser cette action? Regardez comme elle est belle, comme elle est riche, comme elle est puissante, cette question. De quoi as-tu tenu compte pour réaliser cette action? Là, avec une question pareille, je veux vous dire que l'élève, il est obligé d'aller chercher dans sa tête, de raisonner, d'aller chercher des arguments de sens. Introspectif sur les ressentis, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait? Et alors là, il y a une très belle question qui est posée par Nadine Fingold quand elle utilise l'entretien d'explicitation. Elle utilise cette question que je trouve très jolie aussi. Qu'est-ce qu'il se passe pour toi ici, dans cette situation? Qu'est-ce qui se passe pour toi ici, dans cette situation? Qu'est-ce qui est convoqué? Qu'est-ce que ça te fait? Très belle question. Et puis, on a des questions au niveau métacognitif. Question d'auto-évaluation de type contrôle. Qu'est-ce qui te dit que ton geste est de qualité au regard des critères de bonne et de meilleure pratique? Quels sont les points de faiblesse, de fragilité? N'ayons pas peur d'aller questionner les erreurs. On ne fait pas du mal aux étudiants. Au contraire, on les connecte avec leurs besoins de réorganiser leur connexion synaptique. Et puis, une question d'auto-questionnement, si c'était à refaire,
Que ferais-tu de mieux ou différemment? C'est pas pareil, mieux ou différemment, parce qu'on peut faire mieux, mais différemment, parce qu'il y a plusieurs manières de bien faire. Waouh, c'est un outil puissant. C'est un Pour, outil. ouais. Du coup, pour finir sur cette question, Hélène, le quatrième élément de réponse. Eh bien, nos internautes. Ouais, nos Alors, il internautes. y a une petite question. Si c'est si difficile, il faut donc laisser du temps aux stagiaires, me dit-on. Eh oui, Eh oui. laissez du temps, tout à fait, laissez du temps. Et puis prendre pour vous le temps, parce que c'est vous qui ne l'avez pas trop, tuteur, formateur. C'est vous qui ne l'avez pas trop, ce temps pour faire raisonner les étudiants. Alors, c'est une remarque qui vient des Hôpitaux du Léman qui dit ça semble difficile d'aborder l'étudiant de cette façon en fonction, en s'adaptant au terrain, au quotidien, enfin dans le quotidien et sur le terrain, ça paraît un peu difficile a priori. Mais là, tu vois, j'ai pas proposé ma diapo, mais ça m'évoque une diapo que je présente souvent en formation. C'est un tuteur qui dit à un stagiaire, ça va, ça s'est bien passé au 8? Le stagiaire lui dit, oui, oui, ça va, ok, roule. Ça, c'est bien, mais on pourrait peut-être faire mieux. Ça va, ça s'est bien passé au 8? Ouais. Tu viens de faire un aérosol? Ouais. C'est quoi le but? Pourquoi l'aérosol? Comment tu t'y es pris? De quoi as-tu tenu compte pour la réalisation de cet aérosol? De quoi as-tu tenu compte pour la réussite de cette action? On ne fait pas un aérosol n'importe quand et n'importe comment. On ne le fait pas après un petit déjeuner. On le fait quand la personne est en position demi-assise. Donc, vous voyez qu'avec ce genre de questions puissantes, on arrive à faire raisonner l'étudiant sur les situations de travail. Alors, j'ai deux remarques dans le chat. Ça demande du temps. Ah, excuse-moi. J'ai deux remarques dans le chat. Une remarque qui dit qu'il est sans doute nécessaire d'expliquer dès le début du stage ce principe aux stagiaires. Alors, il est vrai que ça peut, pour certains stagiaires, ça peut un peu les tournebouler, on va dire, hein, donc et anticiper les questionnements. Et une autre remarque qui dit ça rejoint l'analyse de pratique. Tout à fait. D'ailleurs, c'est cet outil-là, la croix là, que je viens de vous présenter, peut être utilisé en management. Il y a une situation qui vient de se dérouler. Clac, clac, c'est quoi les faits? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui a été fait en termes d'action? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Donc, en management et en analyse de pratique, vous avez tout à fait raison. Je trouve que c'est un outil formidable. Je le présente à chaque formation et vous voyez, on me donne l'occasion de faire un webinaire. Eh bien, je le présente encore. Alors, excusez-moi, j'ai un petit pluche de mon pull. Alors, en 4 points, pour synthétiser, je vais poser des questions si j'ai déjà des images, des connaissances, des émotions, des sensations. Poser une question va me demander un effort, va me demander de problématiser. Poser une question, il va falloir que j'essaie de trouver comment la formuler, hein, comment je vais commencer. Et puis, comme vous l'avez dit dans le chat, je poserai une question si je peux, si je me sens accueillie, si je bafouille, si ma question elle est un peu tordue, maladroite, si elle est, comme on dit, bête. Hein, eh bien, il n'y a pas de question bête si on est autorisé et accueilli tel que l'on est avec notre question. Voilà. Alors, c'est à vous sur le chat. Pourquoi les étudiants se ferment-ils comme des huîtres dès qu'on leur fait une remarque? Allez-y, c'est à vous. Ils se sentent jugés. Ils se confrontent à leurs difficultés. Jugement de l'étudiant et non de l'acte. Oulala, ça va vite là. Communication non verbale, se sentent agressés,
peur du jugement, pas content, ne voit pas pourquoi, difficile de se remettre en question, la remarque est mal introduite, dépend du ton et de la manière dont on lui parle, génération qui n'aime pas la frustration, zéro remise en question, ils ne comprennent pas le sens de la question, ils se sentent infantilisés, le vivent comme un reproche, non factuel, utilisation du tu. Ils pensent que les remarques sont toujours négatives. Peur de l'évaluation normative du stage, touche à l'ego, je ne sais pas, je ne suis pas capable. Selon la formulation de la remarque, prise de conscience de leur marque de connaissance, ils ont besoin de se sentir appréciés. La génération Y et Z qui arrivent, donc c'est un problème de génération, ne comprennent pas ce qu'est l'évaluation et l'auto-évaluation, difficile de se distancer entre l'acte et la personne. Peut-être devons-nous formuler correctement nos questions, ne comprennent pas l'intérêt de ces remarques, ils savent déjà tout, ils louvoient, on leur a jamais rien dit. Confrontation théorie-pratique peut donner un conflit, pense-t-il. Beaucoup de réflexions sur l'étudiant, mais peut-être que c'est aussi notre faute de tuteur, responsable et manager. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis, on va demander à Hélène de nous apporter la vision des sciences cognitives à partir de tout ça. Oui, d'accord. Bon, il y a certainement plein de visions, mais je vais en retenir une. Une, c'est que nous ne savons pas faire des remarques. On les fait de manière gauche. On veut bien les faire, mais en fait, ça tombe à plat. Alors, si je vais proposer un exemple que je prends souvent en formation. Marie-Fred, hier, j'ai été invitée chez toi à dîner. Tu nous avais fait une magnifique tarte aux pommes. Elle était belle, elle était magnifique. J'adore les pommes quand elles sont coupées en gros morceaux. Tu les avais taillées au milieu. Donc, du coup, sous l'effet de la chaleur, elles se sont éclatées. Comme tu avais mis une petite cassonade dessus avec un petit peu de cannelle, ça les a fait caraméliser sur le dessus. C'était délicieux, je me suis régalée. Par contre, la pâte n'était pas assez cuite. Que retiens-tu? Aïe. Si la pâte n'était pas assez cuite, la tarte était ratée. Tu te rends compte, Marie-Fred, je viens de te faire 5 compliments. Tu ne retiens qu'une chose, que la pâte était cuite, et tu penses, voire même tu dis, que tu as raté ta tarte. Tu as fait. Alors, non seulement tu ne retiens que le négatif, mais en plus tu as généralisé. Ma tarte, Hélène a dit qu'elle était ratée. Alors que je t'ai fait plein de compliments. Je t'ai fait 5 compliments. Tu n'as retenu que le négatif et en plus, tu as généralisé. Imagine un étudiant. On lui fait 5 compliments. On lui dit, par contre, tu n'as pas fait ça. Il ne retient que le truc négatif. Il rentre chez lui et il se dit, je suis nul. Je ne sais rien faire. Alors, voyons ce que nous disent les sciences cognitives. Les sciences cognitives nous disent que nous avons une plus grande sensibilité aux choses négatives. L'évolution nous a dotés d'un circuit de la menace hyper sophistiqué. Tu vois ces 2 amygdales rouges là, eh bien dès qu'on a une remarque négative, dès qu'on se sent menacé, paf, elles se mettent à être hyper sollicitées. Donc du coup, on va être hyper sensible, on se sent en danger et on va ruminer sans arrêt cette négativité. Et tu vois, j'ai mis donc, ces circuits-là qui nous ont sauvé la vie. Tu vois, dès qu'on entendait un bruissement, un grognement, tout de suite on était en alerte et on a pu se protéger. Mais regarde aujourd'hui, au XXIe siècle, j'ai mis ce monsieur la question à la tête, on est, excusez-moi l'expression, pourri, envahi par des ruminations infernales. Oui, mais avec l'évolution, on n'a plus, il n'y a plus de loup, il n'y a plus d'ours, et on continue sur le même chemin. Ouais,
Il n'y a plus d'ours, c'est vrai qu'on pourrait se sentir un peu plus en sécurité, je suis d'accord avec toi, Marie-Fred. N'empêche que regarde comment on fonctionne tous. Imagine, tu croises un collègue le matin. Ce collègue te croise et ne te dit pas bonjour. Il ne te dit pas bonjour parce qu'il est dans ses pensées, parce qu'il est en mode automatique, parce qu'il a des soucis. Enfin bref, il ne te dit pas bonjour. Mais toi, avec ton cerveau qui émet sans arrêt des hypothèses, tu vas commencer à émettre des hypothèses, mais des hypothèses négatives. Pourquoi il ne me dit pas bonjour? Qu'est-ce que je lui ai fait? Allez, hypothèse 1. C'est peut-être parce que je lui ai mangé son yaourt dans le frigo la veille. Hypothèse 2, c'est peut-être parce qu'en fait, je ne l'ai pas soutenue en réunion de direction, donc elle m'en veut. Et voilà, et voilà, et voilà. Et ça nous pourrit. Donc, chers parents, j'ai envie de dire, chers parents, chers formateurs, chers tuteurs, il faut apprendre à faire des remarques. Et il faut apprendre à faire des remarques de telle sorte qu'elles soient entendables. C'est-à-dire que l'étudiant l'écoute au moins et ne se ferme pas tout de suite comme une huître, prise en compte et que ça lui donne envie de faire des efforts pour progresser. Voilà notre défi de manager, de coach, de parent, de tuteur, apprendre à faire des remarques de telle sorte qu'elles soient entendables, prises en compte et donnent envie de faire des efforts pour progresser. Ah ben voilà, des exemples, Hélène. Alors, Marie-Fred, ce que je vais te proposer, c'est que tu vas nous les lire, ces exemples-là, et nous, là, on va écouter l'énergie et on va écouter la musique des phrases. Et puis, on échangera un petit peu sur ce que ça nous fait. Est-ce que tu veux bien lire, Marie-Fred? Alors, c'est bien, Karine. Tu as réussi la prise de sang. Par contre, tu as perdu du temps dans ton organisation. Je lis l'autre? Ouais. C'est bien, Karine. Tu as réussi la prise de sang. Pour gagner du temps la prochaine fois, pense à bien t'organiser en amont. Tu verras, ce sera super. Deuxième exemple, bravo Dani. Tu as super bien lavé la voiture, la carrosserie brille et il n'y a aucune trace. De plus, tu as passé parfaitement l'aspirateur sur toutes les moquettes, mais tu as oublié de laver les rétroviseurs. Bravo Dani, tu as super bien lavé la voiture, la carrosserie brille, il n'y a aucune trace, tu as passé parfaitement l'aspirateur sur toutes les moquettes. Pour que ce soit parfait, pense bien à nettoyer les rétroviseurs. OK? Et ce sera top. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça change quand même tout, hein? Donc, je disais que nous le chat est d'accord. Un message positif entraîne du positif, tellement logique, mais tellement peu appliqué. Dommage, dommage que vos exemples ne s'adaptent pas au milieu hospitalier. On pourrait vous en faire 10 000. Hein. Ah oui, allez, on y va. Alors, oui, il y a quelqu'un qui fait un parallèle avec le vocabulaire douleur. Est-ce que vous avez mal? Est-ce que vous avez froid? Donc voilà, les réactions, les réactions sur le chat. Oui. À une ASH, je suis très fière de toi. Tu as super bien fait le ménage de la chambre. Tu as commencé par le petit mobilier, etc. Tu as terminé par le sol, les toilettes. Par contre, tu as oublié de désinfecter la poignée de chambre du patient. Vous voyez Alors, justement, parlons-en de la technique. Donc, la technique, on est toujours d'accord qu'il faut pointer les vrais points positifs. Parce que dès que vous allez pointer les points positifs, la personne, comme on dit, elle ouvre ses vestibules, c'est un shoot, ça va lui donner un shoot de dopamine et le compliment renforce le comportement. Ça, c'est très important. Le compliment renforce le comportement. On ne donne jamais assez de compliments. Donc, pointez les vrais points forts. Puis alors, de façon précise, hein, c'est pas ce que tu as fait, c'était bien. Non, j'ai beaucoup aimé la manière dont tu t'es approché de cette famille. J'ai beaucoup aimé la manière dont tu as mené cet entretien. Tu as commencé par présenter les objectifs. Vous voyez, plus vous faites du ciblé, plus vous êtes performant dans votre feedback. Il faut absolument éviter la conjonction d'opposition. C'est mais,
En revanche, néanmoins, par contre, ce sont, comme son nom l'indique, des conjonctions d'opposition. Ça s'oppose au compliment. Ça va venir écraser le compliment. Et comme nous, les Homo sapiens, on a gardé cette sensibilité à la menace, on va ne retenir que ça. Et on termine par un truc dynamique du style un petit encouragement, un petit confiance en toi, tu vas y arriver, tiens bon. Voilà, ça, c'est une technique de coaching utilisée par les coachs en sport et c'est un outil puissant. Donc oui, ils se ferment comme des huîtres, comme nous tous quand on nous ferait une remarque, parce qu'on est programmé génétiquement comme ça. Et apprendre à faire une remarque en mode coaching, c'est vraiment essentiel pour bien booster nos apprenants. J'ai une remarque sur le chat autour du… le verbal est important, mais le paraverbal et le non-verbal également, voire davantage. Tout à fait. Tout à fait d'accord. Alors, on va aborder maintenant la troisième question. Donc, Hélène, je vais te demander de mettre fin pour 5 minutes au partage d'écran. Alors, on va aborder la troisième question, c'est pourquoi les étudiants ne sont-ils pas capables de faire plusieurs choses à la fois? Alors, on va vous faire passer un petit sondage. Autrement dit, donc, pourquoi sont-ils centrés sur leurs tâches et négligent tout l'environnement? Alors, certains vont dire que c'est un problème de genre. Et donc, qu'en pensez-vous? Les femmes sont-elles capables de faire plusieurs choses à la fois, ce que ne seraient pas capables de faire les hommes? Bien entendu. Alors, vrai ou faux? Alors, on y va, on y va. Alors, si on regarde le sondage, on a quand même une majorité de vrais. Alors, certes, on a une majorité de femmes hein, dans les internautes. Mais du coup, voilà. Donc, on a quand même une majorité de vrais. Donc, tu peux relancer ton PowerPoint. Je mets fin au sondage. Donc, on est à 70% de vrais, 30% de faux. Partir de là. Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce que tu m'as dit qu'il y avait une majorité de personnes qui pensent que oui? 70% de vrai et 30% de faux. À la question, les femmes sont-elles capables de faire plusieurs choses à la fois? Voilà. Donc, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est vrai, les femmes font plusieurs choses à la fois. Là, on a fait une petite question sympa pour dériver un petit peu. Mais en fait, notre question, là, sur les étudiants, c'est pourquoi ne sont-ils pas capables de faire plusieurs choses à la fois? Eh bien, en fait, nous tous, nous ne pouvons faire qu'une seule chose consciente à la fois. Au début de notre réflexion, on a évoqué la mémoire de travail et on a dit qu'elle avait une capacité limitée du traitement de l'information. Cette mémoire de travail qui se situe là dans le lobe préfrontal, elle est très vite surchargée. Tu vois bien que pour retenir un numéro de téléphone, il faut qu'on le divise en deux. Et puis, il faut qu'on se dise, bah, tiens, 21, c'est la Bourgogne, donc je vais m'en souvenir. Enfin, on cherche des moyens mnémotechniques pour garder en mémoire de travail ce numéro de téléphone. Et puis nous, les formateurs, les tuteurs, on a souvent la mauvaise idée de demander plusieurs activités à nos apprenants en même temps. Tu vas réaliser ce pansement et en même temps, il faut parler à la personne. Tu vas mettre les bandes de contention et en même temps faire le recueil de données. Parce qu'on veut qu'ils mettent du sens. On veut qu'ils voient le patient. Mais du coup, on les met en surcharge cognitive. Tu veux que j'explique ce que c'est que la surcharge cognitive? Oui, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. C'est pas grave. Flexibilité, adaptabilité, hop, tac. Voilà. Alors, en demandant plusieurs choses en même temps à nos apprenants, nous risquons de les mettre en surcharge cognitive. On a dit qu'on ne pouvait faire qu'une seule chose consciente à la fois. Si on en fait plusieurs à la fois, comme nous les femmes, ça veut dire qu'on a automatisé
certaines tâches. Ça veut dire qu'on a tellement l'habitude de faire la vaisselle qu'on peut en même temps faire réciter les devoirs ou écouter une conversation. Donc, oui, plusieurs choses à la fois si des tâches ont été automatisées en mémoire à long terme. Donc, cette notion de charge cognitive, elle est essentielle à intégrer pour nous, formateurs et tuteurs. Donc, cette DIA explique que l'étudiant, là, vous voyez, ça chauffe, l'énergie cognitive, là, ça chauffe. Alors, il y a 3 types de charges. Déjà, la charge intrinsèque, c'est-à-dire la charge liée au contenu de la tâche. Plus une tâche est difficile, plus effectivement, ça va solliciter des capacités cognitives. Bon, ok, ça c'est la charge propre au contenu. Après, il y a ce qu'on appelle la charge essentielle. C'est tout le travail que va faire les fonctions cognitives pour à quoi j'ai affaire, est-ce que je connais, je vais chercher des liens, ah oui, ça me dit ça. Bon, alors maintenant, comment je m'y prends? J'organise, je planifie. Enfin, c'est un gros travail de ce qu'on appelle de traitement d'informations. Tiens, étonnant. Tu peux couper peut-être ton micro. Étonnant, cette charge essentielle, elle gère aussi le stress. Vous voyez que les fonctions cognitives s'occupent de comprendre la situation et gérer le stress. Marie-Fred, je te pose une question. Quand un étudiant doit traiter une situation et en même temps gérer son stress, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Je pense que déjà, il peut pas, enfin, il doit gérer son stress en premier, sinon il ne pourra rien faire d'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce qui va prioriser, ça va être la gestion de stress. Donc, quand un étudiant vous dit en mise en situation simulée, qu'il était complètement stressé, qu'il n'a pas bien vu et qu'il ne ferait pas comme ça d'habitude, c'est vrai. Le fait de gérer son stress va lui manger de l'énergie cognitive et il en aura moins pour traiter la situation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la charge extrinsèque, c'est-à-dire comment moi, formateur, je présente le travail à faire, avec quelles consignes, quelle modalité de présentation. Prenons quelqu'un qui est très timide. Quand vous lui demandez de faire une présentation orale, ça va pour lui augmenter sa charge cognitive. Prenez quelqu'un qui a du mal à écrire, qui est dyslexique, dysgraphique, qui a du mal avec la syntaxe, les fautes d'orthographe. Quand vous lui dites, vous allez me faire une APP en 15 lignes, sans faute d'orthographe, sans jugement de valeur, avec pas de faute de syntaxe, vous allez y mettre en surcharge cognitive. Donc nous, formateurs, on a une responsabilité dans ces 2 types de charges. La charge de contenu, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on demande soit bien dans les possibilités de l'étudiant, ce qu'on appelle la zone proche de développement, ou alors attention au format. Et moi, je dis souvent ici, proposer aux élèves différents formats. Pour une analyse des pratiques, vous pouvez faire un dessin, vous pouvez raconter une histoire, vous pouvez envoyer un format audio, vous pouvez… L'autre fois, j'étais à Lisieux, les formateurs m'ont dit on peut utiliser des galets, parce qu'à Lisieux, les plages, c'est des galets. Ben oui, voilà. Voilà, j'ai une question sur le chat. Que fait un étudiant quand il écoute le cours tout en étant sur son téléphone? J'aurais tendance à dire il n'écoute pas le cours, mais… Eh bien, il est donc en double tâche et il est moitié pour l'un, moitié pour l'autre. Et comme on ne peut pas être concentré sur plusieurs choses à la fois, eh bien, il choisit d'être dispersé un petit peu à gauche et un petit peu à droite. Et du coup, c'est efficace ou ça ne l'est pas? Eh bien, s'il doit tout reprendre après son cours et se concentrer, certainement que ce ne sera pas efficace. On termine par quelques recours. Voilà. Alors, en ce qui concerne la charge cognitive, attention, chers tous, de ne pas mettre les apprenants en surcharge cognitive. Et ça, c'est une question qu'on peut se poser en tant que tuteur, en tant que formateur. Est-ce que j'ai une responsabilité dans la charge cognitive que je vais imposer à mes étudiants? Deuxième question, ne pas aller trop vite dans les apprentissages, ne pas en rajouter tout ça parce que
on veut qu'il voit le patient, on veut qu'il voit le sens. N'oublions pas que on apprend déjà en répétant les choses de base. Troisième point, n'hésitez pas à faire des feedbacks proches, au plus proche du soin, au plus proche de l'évaluation. Ciblez de manière très précise, encourager, valoriser. Ça, c'est un super bon point pour les apprentissages. Quatrième recommandation, laissez du temps. Et c'est vrai que je comprends pour les formations aides-soignantes, en un an, on n'a pas le temps. Il y a plein de trucs, plein de contenus et on n'a que 8 mois de formation. Mais quand même, un apprentissage, pour être bien consolidé en mémoire à long terme, il lui faut du temps. Et alors, un conseil aussi des sciences cognitives, favoriser le surapprentissage de certains gestes. Par exemple, je pense à savoir mettre des gants stériles, organiser un plan stérile. Ça devrait se faire. Lavage des mains, gants stériles, organisation du plan de travail, ça doit être appris, surappris, de telle sorte que ce soit automatisé et que l'élève ou le soignant puisse avoir toute son énergie cognitive pour réfléchir à sa tubulure, à l'asepsie, voilà, aux gestes précis. Voilà, Marie-Fred. Alors, Hélène, j'ai une petite question sur le chat. Avez-vous des outils pratiques au quotidien pour faciliter l'encadrement, feuille de suivi avec retour des encadrants? Oui, on a ça. Dans les formations tuteurs, on propose des outils effectivement de suivi. Ok. Comment agir lorsqu'un stagiaire ne se sent pas valorisé par les gestes basiques et veut aller trop vite dans les apprentissages? Intéressante question. Pourquoi veut-il aller trop vite? Que cherche-t-il? À gagner, à fuir? Ramenons-le avec douceur et fermeté sur le surapprentissage des gestes de base pour qu'il puisse après... Ok. Alors, on va s'arrêter là parce qu'il est 14h02, donc on arrive au bout. Alors, pour répondre aux questions autour du replay, j'ai une petite question sur pourrons-nous diffuser le replay à nos collègues? Alors, le replay sera posé en milieu de semaine prochaine, je pense mardi ou mercredi, sur la chaîne YouTube du GRIEPS. Il est en mode public, donc une fois que vous avez le lien, vous pouvez le diffuser à autant de personnes que vous le souhaitez. C'est open bar sur ce replay. Merci à tous et à toutes. Et puis merci Hélène pour cette présentation. Hélène a mis une petite biblio dans le diaporama, donc vous pourrez le consulter. Et en même temps, Hélène propose 2 formations sur le site du GRIEPS sur sciences cognitives pour innover en formation et aider à apprendre donc les méthodes de travail. Donc, je vous dis au revoir. Merci à tous d'avoir été avec nous. Et donc, le prochain webinaire du GRIEPS qui aura lieu en mai sera sur la résilience managériale. Donc, là aussi, il y aura une communication, soit la semaine prochaine, soit la semaine suivante. Madame Mouton vous fera la com. Merci à tous et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bon.